Merci beaucoup à tous d'être présents. Aujourd'hui, le thème de la conférence, c'est donc la digitalisation, les impacts et le retour sur investissement. Donc, on a la chance d'avoir des intervenants de qualité que je vais présenter rapidement et qui vont surtout se présenter leur entreprise et leur regard sur la digitalisation. Juste avant, je me présente. Donc, pour ma part, Nizar Slimi, je suis directeur associé au sein d'un cabinet de conseil en supply chain et logistique qui s'appelle GCL. Donc, on est présent au Maroc, en France, au Canada, aux États-Unis, et on intervient sur des problématiques d'optimisation des stocks, de la planification, du transport, sur des sujets de process également autour de la logistique et de la supply chain. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir parmi nous Monsieur Idriss Arabi, directeur des opérations import-export au niveau de Tangemed. Également Monsieur Jérôme Fleury, président du groupe Wixa, un des acteurs incontournables maintenant de l'EDI. On a Monsieur Samed Nour Derdek, qui est directeur achat logistique de SAESM, donc la filiale MRO de Safran. On a également avec nous Monsieur Hicham Filali Amin, qui est directeur commercial et développement au sein de la start-up marocaine Freterium, autour de l'optimisation du transport. Et on a également avec nous Monsieur Rachid Adlouni, directeur des systèmes d'information de ECCBC. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir du secteur privé, du public, des acteurs qui sont positionnés sur la techno, des startups, des entreprises un peu plus grandes. Donc l'idée, c'est d'avoir un panel finalement diversifié pour avoir une vision un peu 360 sur les enjeux de la digitalisation et surtout leurs impacts sur les opérations et le retour sur investissement, donc l'impact économique. Comme je l'ai dit juste avant, donc chaque intervenant va présenter en quelques minutes, se présenter un peu plus dans le détail et son entreprise. Les projets de digitalisation phares sur lesquels il est intervenu, et puis on aura ensuite un échange croisé pour comprendre finalement quelles sont les conditions de succès, les difficultés et les impacts économiques de la digitalisation dans la supply chain. Donc, encore une fois, j'oublie de remercier l'équipe organisatrice de Logismed, donc messieurs Ali et Amin Brada, ainsi que toute l'équipe au niveau de la régie, au niveau de l'organisation du salon, etc., pour cette opportunité. Et puis, sans plus attendre, je passe la parole à Si Idriss. Merci à tous. Bonjour à tous. Je remercie d'abord bien sûr les organisateurs par rapport à l'invitation. Ma présentation sera assez succincte. Je me présente d'abord, Idriss Arabi, directeur des opérations import-export à l'autorité portuaire Tangemed. Donc notre rôle au niveau de la direction import-export, c'est d'assurer en fait toute la gestion des flux, import, export, tout ce qui rentre et qui sort du port, la gestion des interactions entre les terminaux, avec les différentes zones d'activité de Tangemed. Et je fais la transition pour parler un peu du projet Tangemed. Certainement, tous ici, vous connaissez Tangemed comme un complexe portuaire, une infrastructure portuaire et logistique. Mais c'est également un projet intégré qui englobe à la fois des zones d'activité industrielle, des zones d'accélération commerciale et logistique, à travers les différentes zones, à savoir Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, MedHub, la zone franche logistique, la récente zone d'activité d'Olfenidak qui vient d'ouvrir, ça c'est aussi géré par Tangemed, et c'est aussi un réseau de connexion avec la voie ferrée, avec l'autoroute qui permet bien sûr cet échange de flux. Alors sans trop s'attarder sur le volet un peu infrastructure,
je voudrais un peu axer ma présentation essentiellement sur la partie digitale. Alors le pointeur, la télécommande, je ne sais pas où est-ce qu'il est pour faire défiler les slides. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, sur ce premier slide, je voudrais démarrer par une présentation globale du Port Community System. En fait, c'est toute la plateforme digitale que nous avons créée pour la gestion des interactions entre les différents opérateurs et intervenants au niveau de la plateforme portuaire. Alors, vous avez les importateurs et exportateurs, bien sûr les transitaires, les freight forwarders, les transporteurs, les organismes de contrôle, essentiellement l'administration des douanes, Morocco Foodex, l'ONSA, les services de contrôle sanitaire aux frontières, la DGSN et d'autres services de contrôle. Il y a bien sûr les opérateurs de terminaux. Donc, nous avons plusieurs terminaux au niveau du complexe portuaire, des terminaux concédés et d'autres qui sont exploités en propre par l'autorité portuaire Tangemed. Il y a bien entendu l'autorité portuaire au sens large du terme, à savoir la capitainerie du port, les services de pilotage, l'exploitant portuaire également. Et nous avons bien sûr les agents maritimes qui vont gérer toute l'interaction ou la relation avec les armateurs et les lignes maritimes qui fréquentent le port Tangemed. Donc l'idée derrière cette plateforme, c'était d'avoir une plateforme d'échange collaborative qui permet à ces différents partenaires de pouvoir interagir. Si je prends l'exemple de la gestion d'escale, donc c'est depuis la réservation d'escale, la commande des services au navire, eau, électricité, remorquage, l'amanage et autres. Pour un importateur-exportateur, c'est de pouvoir, bien sûr, faire la demande de transit portuaire, faire les opérations de suivi de sa traçabilité ou de l'avancement de son camion, de son conteneur au niveau du port. Pareil pour les transitaires transporteurs, donc ils ont besoin d'avoir à la fois cette traçabilité, mais également de pouvoir faire des échanges, par exemple tout ce qui est facturation, demande d'accès au port. Les organismes de contrôle également, donc on échange beaucoup de données, par exemple avec l'administration des douanes, donc notamment la déclaration en douane, qui nous permet d'avoir toutes les données relatives à la marchandise, le moyen de transport, la déclaration du moyen de transport, ce qu'on appelle communément le triptyque, et également par exemple pour Foodex, on va y arriver un peu dans le détail au niveau de la présentation. Alors, sur le deuxième slide, on a 5 briques que nous avons établies au niveau de ce Port Community System. Une brique qui concerne les services maritimes, donc c'est tout ce qui est service au navire, interaction avec l'agent maritime, la commande d'escale, les services au navire, que ce soit le service d'escale lui-même, le service par exemple de gestion en just-in-time de l'escale du navire pour les gros porteurs notamment, également le service de l'amanage, remorquage, demande par exemple du service pilotage, eau, électricité, tout ce qui est demandé par le navire, des services relatifs à l'import, à l'export, les services qui sont en interaction avec l'arrière-pays, donc tout ce qui se passe au niveau de l'Interland, et les services financiers. Sur la partie maritime, comme je disais, donc, il y a la gestion d'escale. Depuis le démarrage du port, ça il faut le souligner, en 2007, nous avons démarré avec 0 papier et on a dématérialisé complètement donc, le module de gestion d'escale. Donc tous les agents maritimes qui opèrent depuis avec Tangemed font leur réservation d'escale avec 0 papier et sur notre plateforme de gestion d'escale avec tous les services qui s'en suivent, les échanges de déclarations réglementaires, par exemple matières dangereuses, déclarations sanitaires, etc. Donc tout se fait sur la plateforme de gestion des escales. La réservation également ferme pour les navires, ça c'est en fait la gestion en just-in-time des navires. On a développé un module il n'y a pas longtemps qui est relatif à la gestion de l'arrivée du navire en just-in-time depuis par exemple sa sortie du dernier port jusqu'à l'arrivée à Tangemed avec un échange en temps réel des données opérationnelles du navire, par exemple s'il a un retard, s'il y a parfois
un retard côté terminal par rapport aux opérations commerciales. Donc, on est capable d'échanger avec le navire, de lui dire de ralentir, d'accélérer, afin qu'une fois, par exemple, les fameux navires de 400 mètres arrivent à Tangemed, puissent arriver à temps et ne pas attendre le service, c'est-à-dire le pilote, il est en train de les attendre, le remorquage, tout est prêt pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. La gestion de matières dangereuses aussi, sur ce volet-là, on échange énormément avec les agents maritimes, avec des déclarations qui nous parviennent parfois des transitaires eux-mêmes, et on est obligé bien sûr de gérer cette information et de la dispatcher aux différents services de contrôle, par exemple lorsqu'il s'agit d'une sortie directe d'une classe 1 qui doit être escortée par la gendarmerie, par les autorités locales. Donc toute la communauté est informée de l'arrivée par exemple de cette marchandise qui ne doit pas attendre. Sur la partie export, nous avons dématérialisé depuis l'année dernière tout le passage portuaire à l'export, en commençant par la demande de transit portuaire, donc un camion qui arrive d'Agadir par exemple, puisque c'est la première zone d'export des produits agroalimentaires, peut faire sa déclaration dès le chargement de la marchandise, et une fois il arrive au niveau du port, donc le chauffeur n'a juste besoin que de valider son passage portuaire, et par la suite, bien sûr, on va démarrer toute la partie traçabilité et échange d'informations avec l'opérateur pour qu'il puisse suivre l'avancement de son camion. La dématérialisation aussi de l'agroalimentaire, sur ce volet-là, on a travaillé étroitement avec Morocco Foodex, appelé auparavant EACCE, donc l'établissement autonome chargé du contrôle et de la coordination des exportations. Donc on a développé pour eux toute la plateforme digitale pour la gestion donc, de leurs déclarations, de leurs certificats d'inspection. Et c'est ce qui nous a permis, bien sûr, de les accompagner et de gagner nous-mêmes en temps, et bien sûr les opérateurs derrière, parce que le client nous intéresse, c'est-à-dire le chargeur, pour qu'il puisse gagner également donc, du temps dans son passage portuaire. La déclaration sommaire d'entrée en Europe, ça aussi c'est une plateforme qu'on a développée sur notre Port Community System. Aujourd'hui, tous les camions et conteneurs qui vont en Europe ont besoin de faire une déclaration qu'on appelle ENS avant d'accéder au territoire européen. Donc, on a développé sur notre plateforme la possibilité de générer cette déclaration sur notre portail et d'avoir le code MRN pour pouvoir accéder au territoire européen. Pour la partie import, pareil, donc, on a dématérialisé le passage portuaire. On a également mis en place un système de traçabilité qui repose aujourd'hui sur un tag RFID. Auparavant, on utilisait des codes à barres qui nous permettaient, avec une simple lecture de douchette, de suivre l'avancement du camion ou du conteneur au niveau des différents checkpoints. Mais aujourd'hui, on est en train donc, de coller des tags et on est en train de migrer vers des tags permanents qui vont être collés au châssis d'un camion. Et à chaque passage, ce camion donc, pourra être identifié au niveau du port avec l'installation d'antennes autonomes placées dans les différents points de contrôle pour pouvoir assurer cette traçabilité de manière fiable. La gestion et régulation des flux avec les terminaux, donc tous les conteneurs qui entrent ou qui sortent par Tangemed et qui sont destinés donc, aux terminaux, on échange cette information avec à la fois l'opérateur du terminal, la ligne maritime, afin qu'un transporteur qui va accéder chez le terminal puisse être autorisé avant d'accéder. Comme ça, on est sûr que le camion ne va pas continuer à rôder à l'intérieur du port sans avoir une opération confirmée. Pour ce qui est échange avec l'arrière-pays ou l'Interland, on a développé dans les différentes zones d'activité Tangemed, à savoir Tanger Free Zone, Renault Tangemed, Tanger Automotive City, et également la zone de Fnedak, une plateforme de comptabilité matière qui permet d'assurer donc à la fois et la traçabilité et la comptabilité de tout ce qui rentre et qui sort donc de la zone. C'est premièrement une obligation réglementaire vis-à-vis de l'administration des douanes pour avoir en temps réel donc un inventaire stock de chaque opérateur installé au niveau de la zone, mais également ça nous permet aujourd'hui d'avoir cette traçabilité, d'avoir de la data qui nous permet à chaque fois d'avoir des études, d'avoir des données proactives par rapport au marché, par rapport aux demandes des clients. La bourse de fret, ça aussi c'est un élément qu'on avait développé sur notre Port Community System qui permet bien sûr de mettre en liaison les opérateurs avec les transporteurs, avec les chargeurs pour tout ce qui est demande de fret. Et la traçabilité, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure,
en utilisant la technologie RFID. Alors, par rapport aux services financiers, là également, on a dématérialisé tout ce qui est paiement. Aujourd'hui, on n'accepte plus les chèques, les virements, sauf par exemple pour des clients qui ont parfois des soucis techniques, mais plus de 96% des opérations financières se font par multicanal ou par paiement en ligne. Donc on a interfacé notre système avec le CIMI, avec les différents établissements bancaires, afin de gérer le paiement à distance. La facturation à distance, donc également sur le Port Community System, on arrive à récupérer les factures clients, à avoir l'état, par exemple, de l'encours, de ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé. Et je pense que les 2 années Covid ont également accéléré davantage ce processus parce qu'il fallait donner réponse aux besoins des clients. En résumé, pour nous, les avantages escomptés derrière cette digitalisation, c'est à la fois de l'efficacité opérationnelle, l'optimisation de la ressource, parce que vu l'augmentation des volumes et la progression des volumes à tangent-mètre, que ce soit sur le conteneur ou bien sur le camion entier, il était inimaginable d'aller vers un recrutement en permanence des ressources, mais il fallait automatiser, autant se faire que peu, les tâches pour pouvoir optimiser la ressource, l'automatisation de certains process, notamment avec les échanges qu'on arrive à gérer avec les différents partenaires et administrations, la réduction du coût bien sûr. Aujourd'hui, les opérateurs peuvent faire toutes leurs déclarations chez eux, c'est-à-dire sans se déplacer au niveau des bureaux de l'autorité portuaire, et forcément donc c'est un gain en temps et en coût. De la fiabilité d'échange, donc toute la plateforme est sécurisée. On a investi énormément sur la sécurisation de la plateforme pour éviter bien sûr tout ce qui est cyberattaque et autres vulnérabilités système. Un gain de temps, un meilleur support client, donc il y a aujourd'hui un helpdesk H24 7 jours sur 7 qui est mis à la disposition des clients bien sûr pour le suivi de leurs réclamations, de leurs besoins en formation et accompagner bien sûr ces opérateurs, plus bien sûr le renforcement de la compétitivité. Voilà, c'était tout par rapport donc, à la partie digitale. Et merci de votre attention. Merci beaucoup, Sidris. Donc, comme vous l'avez vu, des projets très intéressants et qui couvrent quasiment toutes les facettes de la digitalisation. On va continuer le tour de table avec Jérôme Fleury. Merci. Vous pouvez applaudir. Bonjour à tous, merci. Donc Jérôme Fleury, je suis président du groupe Wixa. Wixa est historiquement une société marocaine que nous avons créée il y a une vingtaine d'années, que nous avons internationalisée depuis environ 5 ans. Nous sommes présents aujourd'hui sur les 4 continents, au travers de 9 pays et de 160 collaborateurs. Nous sommes spécialisés dans la digitalisation des flux B2B, dans la mise en place aussi des solutions de gestion pour la supply chain, et dans la facturation électronique aujourd'hui, qui est un sujet de plus en plus important en Europe essentiellement. Donc on intervient sur différentes parties, à la fois sur les parties conseil intégration, mais aussi sur des parties opérations sur des solutions de cloud, que ce soit privé ou public. Et nous avons aussi une partie édition de logiciels, où nous avons une solution iPaaS, Integration Platform as a Service. Je vais vous parler d'un cas concret, d'un exemple concret de digitalisation des flux que nous avons mis en place sur de nombreuses années. C'est toute la digitalisation de la chaîne d'approvisionnement des enseignes Kingfisher en Europe. Kingfisher en Europe, ce sont des enseignes de bricolage, comme Castorama, Brico Dépôt et B&Q. Et on a digitalisé toute la chaîne d'appro, que ce soit des commandes BL ou factures, sur 10 000 fournisseurs, qui représentent environ 100 millions de flux de transactions annuelles. Et alors on le digitalise via des solutions dites classiques qu'on appelle d'échange de données informatisées, donc on fait communiquer entre eux directement les systèmes, mais aussi sur des solutions de portail, où on va mettre à disposition de certains fournisseurs qui ont moins de flux ou pas suffisamment de flux pour mettre en place des systèmes plus automatiques. Mais aujourd'hui, depuis maintenant 18 mois, c'est un projet assez intéressant, on va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, effectivement, on faisait transiter une commande, un BL, une facture qui s'intégrait dans les systèmes de Kingfisher et qui allait ensuite être ou traitée s'il n'y avait pas de problème et en cas de problème, qui demandait un traitement manuel. Aujourd'hui, il y a des solutions beaucoup plus complexes, cette solution iPaaS entre autres. On va aller, par exemple, stocker l'ensemble des lignes de commande
dans nos systèmes, hein, sur nos infrastructures. Et toutes les livraisons ou multi-livraisons, hein, tous les BL, on va aller contrôler avant que ce soit intégré dans le système de Kingfisher pour pouvoir anticiper les problèmes et répondre aux fournisseurs de façon automatique en lui disant attention, ça n'est pas conforme à la commande ou tu es en surplus par exemple de livraison. Même chose au niveau des factures. On va, avant que ce soit intégré dans le système, avant le contrôle d'erreurs qui va déclencher des opérations manuelles derrière et du retard sur les paiements ou sur les livraisons, on va aller contrôler ça et renvoyer automatiquement toutes les alertes en demandant au fournisseur de corriger sa facture en amont, d'accord, avant que ce soit intégré chez le client. Et ensuite de ça, une fois que la facture est conforme, on va la stocker dans des coffres-forts numériques qui sont aussi sur nos infras pour 10 ans. Plus toute la partie, ce qu'on appelle maintenant B2G, Business to Gouvernement, un peu partout dans le monde. Les pays sont à différents, pas au même niveau d'avancement, mais aujourd'hui, sur certains pays, par exemple le Portugal est relativement en avance, aujourd'hui on n'a plus le droit, au-delà d'un certain nombre de chiffres d'affaires, d'envoyer des factures non électroniques. D'accord ? Et au même moment que ces factures électroniques sont envoyées, on doit envoyer certaines informations au gouvernement, essentiellement des informations en ce qui concerne la TVA, pour permettre d'anticiper et d'auto-liquider la TVA et plus de faire de déclarations manuelles comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Voilà, un petit peu un exemple. C'est environ 100 millions de transactions annuelles. Ça représente quand même des économies et des gains de temps et surtout d'anticipation d'erreurs extrêmement importantes. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Un très beau projet également, on aura l'occasion de rentrer peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure. Je passe la parole à Monsieur Samed Derdek de SAESM, Safran. Merci. Merci Nizar. Bonjour tout le monde. Je commence par une petite présentation de moi-même et de l'entreprise Safran Aircraft Engine Service Maroc. Donc, je m'appelle Samed Derdek, je suis le directeur Supply Chain de Safran Aircraft Engines. Safran Aircraft Engine est une joint venture entre la Royal Air Maroc et le groupe Safran qui opère dans plusieurs on va dire secteurs de l'aéronautique, dont la réparation et la maintenance de réacteurs d'avion qui est la spécialité de la filiale Safran Aircraft Engine. Donc nous sommes une petite équipe de 200 personnes ici à Casablanca et nous travaillons, en fait on fait partie d'un réseau international qui s'étend sur les 5 continents et qui a pour vocation de garantir la navigabilité et la bonne maintenance des réacteurs d'avion CFM56 et la nouvelle génération, les moteurs LEAP. Ces moteurs, ils occupent en fait les moyens courriers, genre Airbus A320, A321 et les Boeing 737, 400 et 800. Globalement, notre mission au niveau de SAESM, c'est de recevoir des réacteurs d'avion, de les désassembler selon la demande de notre client. Nos clients sont généralement des airlines, comme la Royal Air Maroc elle-même, comme Air Arabia, comme Air Saoudi. Bientôt, nous aurons de nouveaux clients très connus au niveau mondial, comme Ryanair et comme LATAM en Amérique latine. Et en fait, le challenge qui se pose à nous, c'est que nous devons garantir tout d'abord la sécurité de ces opérations de maintenance, parce que comme vous le savez, dans le monde de l'aéronautique, le mot d'ordre est la sécurité et la navigabilité des équipements. Donc pour ça, on doit assurer une traçabilité irréprochable de toutes les opérations et de toutes les pièces que nous montons sur nos moteurs. Et c'est là où intervient en fait la digitalisation pour donner un grand coup de main et pour assurer une veille et une surveillance H24 et à toutes les étapes des opérations. Donc le premier projet sur lequel nous avons travaillé pendant les 3 dernières années, c'est la dématérialisation de tout ce qui est certificat de pièces aéronautiques. Dans le domaine aéronautique, une pièce ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée d'un certificat qui atteste sa navigabilité. Et c'était quelque chose de compliqué de faire transiter les pièces tout au long des étapes du process avec des papiers où figurent les informations de navigabilité. Donc notre premier challenge était déjà
de dématérialiser ces certificats afin de pouvoir y accéder à tout moment et d'assurer que ces certificats sont facilement trouvables quand on en a besoin et qu'on peut les mettre à la disposition des autorités quand elles en ont besoin pour vérifier et pour attester ou auditer notre process. La deuxième partie en fait sur laquelle la digitalisation joue un rôle central dans notre process est le maintien du savoir. Comme vous savez, le domaine aéronautique a été touché de plein fouet par le phénomène Covid-19 et on a vu notre activité s'amoindrir de plus de 50 à 60%, ça dépend de l'année. Et aujourd'hui, on est en train de redémarrer, mais on est en train de redémarrer de façon prudente. Le savoir-faire humain dans ce métier est quelque chose de central parce que on forme notre personnel d'une manière très très rigoureuse et on doit s'assurer à n'importe quel moment que cette formation est, on va dire, efficace et qu'elle est déclinée sur le terrain. Et le fait de digitaliser au maximum notre process nous permet d'être moins dépendants, on va dire, d'un savoir-faire développé par des personnes et plus dans un savoir-faire développé à l'intérieur d'un système et qui garantit un même niveau de qualité, un même niveau de traçabilité, que ce soit ici au Maroc de la même manière que dans un autre shop, dans un autre pays. Donc sur ce volet-là, le maintien des savoirs est quelque chose de très important. Et pour finir, la somme de tout ça fait que toutes les informations logistiques sont accessibles à n'importe quel moment sur un système d'information central parce qu'on n'utilise pas de papier et qu'on a en fait un ERP qui supporte toutes nos opérations. Donc la finalité de la digitalisation, c'est d'avoir un pilotage en temps réel de notre performance parce qu'in fine, la sécurité c'est important, oui, mais pour nos clients, c'est la sécurité en premier et puis il y a l'aspect coût qui vient derrière. Et pour s'assurer que les coûts sont maîtrisés et qu'on est vraiment au taquet par rapport aux besoins de nos clients, on doit avoir un œil en temps réel sur ce qui se passe dans nos opérations. Et donc la digitalisation vient pour répondre aussi à ce besoin qui est d'avoir un système de pilotage proactif et qui permet d'avoir une réelle maîtrise sur les opérations. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci Samed. Je passe la parole à Si Hicham de Frétérium. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Nizar pour animer cette réunion avec la qualité des différents copanélistes. Merci à vous aussi de partager vos projets. Et évidemment, merci beaucoup à Logismed pour réunir tous les acteurs de la logistique ici au Maroc dans cet bel hôtel. Alors, je vais vous raconter très rapidement l'histoire de Frétérium. On est une jeune entreprise qui a 4 ans d'existence, une start-up marocaine. Personnellement, je m'appelle Hicham Fileli Amin, je suis le directeur commercial et développement de Frétérium. Et en 2018, les 2 cofondateurs, après avoir passé plusieurs années dans soit des cabinets de conseil spécialisés en logistique, soit auprès de grands industriels dans les départements logistiques, ont identifié 4 problématiques majeures que rencontrent possiblement plusieurs personnes dans la salle, mais principalement donc tous les acteurs de la logistique. Premièrement, il y a un manque de visibilité par rapport à différents flux logistiques et où se trouvent les marchandises. Deuxièmement, la difficulté de planifier correctement l'ensemble des flux logistiques, surtout quand il s'accrue avec l'émergence donc, du e-commerce ou typiquement lors des dernières années avec le Covid, où les clients consomment de plus en plus de produits à domicile et donc ont besoin d'une expérience client augmentée et améliorée. Et donc du coup, la qualité de livraison devient partie inhérente donc, de la qualité du produit qu'ils consomment et de l'expérience client. Et donc tout cela a permis à l'équipe de Frétérium d'identifier 4 tendances. Premièrement, un besoin, donc, comme je l'ai dit, de visibilité, mais aussi un besoin de communication accrue entre les différents acteurs de la chaîne logistique, que ce soit le donneur d'ordre, que ce soit le transporteur, que ce soit le logisticien lui-même, ou bien le consommateur final, pour savoir à tout moment où se trouve la commande, où se trouve le produit, et aussi pour pouvoir communiquer en temps réel avec les différents acteurs. Enfin, la dernière tendance, c'est autour de plus de visibilité,
et aussi avoir plus de data pour pouvoir avoir des reporting et pouvoir prendre de meilleures décisions plus tard. Et donc toutes ces analyses, et avec plus de 2000 entretiens avec des acteurs de la logistique au Maroc et à l'étranger, ont donné naissance à Freterium. Alors qu'est-ce que Freterium? Freterium, c'est une entreprise marocaine qui a développé et commercialisé aujourd'hui un logiciel qui permet donc d'optimiser et planifier les commandes des donneurs d'ordre ou des opérateurs logistiques, qui permet de les suivre en temps réel sur une application mobile et enfin de communiquer en temps réel justement avec les différents acteurs de la chaîne logistique. Enfin, il y a aussi un module de reporting qui permet donc d'analyser les résultats. Cette solution est en SaaS et donc elle permet aux acteurs de la logistique de l'installer sans trop d'investissement IT. Donc il n'y a pas de serveur à mettre à jour, pas d'équipe de consulting à inviter pour refondre l'organisation IT historique de l'entreprise. Donc c'est très rapidement installable et surtout, en termes de valeur ajoutée, ça permet très rapidement donc, de permettre aux entreprises d'avoir des équipes équipées avec de bons outils pour prendre de meilleures décisions en termes d'optimisation des coûts logistiques, avoir une meilleure performance des opérations logistiques, d'aller plus vite, mais surtout de mieux servir ses clients. Un client qui est informé est un client qui est rassuré. Un client qui est informé est un client qui peut mieux planifier lui-même ses process internes. Et surtout, un client informé, c'est un client qui se sent partie intégrante de l'opération. Et donc cet aspect collaboratif est très important pour Freterium, parce qu'on sait que le secteur de la logistique est avant tout un secteur humain. Il y a beaucoup d'opérateurs qui entrent en jeu dans une opération logistique. Et donc les réunir tous ensemble dans une même plateforme pour qu'ils puissent communiquer leur permet justement d'échanger sur les bonnes pratiques et de pouvoir créer des relations qui vont permettre de faire croître la relation commerciale entre les différents acteurs. Enfin, le dernier point que je voulais rajouter, c'est qu'évidemment, Freterium est une solution technologique qui permet donc d'améliorer, comme je vous l'ai dit, l'optimisation des coûts et aussi qui permet d'optimiser aussi les opérations logistiques. Mais ça permet aussi finalement aux utilisateurs de ce logiciel, qu'ils soient par exemple des spécialistes donc, de la logistique comme les 3PL ou les transporteurs, de donner une meilleure qualité de service à leurs clients. Et donc non seulement il y a un gain en termes de réduction de coûts, mais il y a aussi une marketabilité de ces entreprises qui leur permettent donc de gagner de nouveaux marchés. Et c'est la même chose pour les donneurs d'ordre. Pouvoir avoir une solution technologique qui permet donc d'améliorer la qualité de service, c'est une meilleure satisfaction client. Et comme on le sait tous, un client satisfait est un client qui rachète vos produits. Donc voici en résumé l'histoire donc, de Freterium. On est dans le pavillon, donc n'hésitez pas à nous rendre visite si vous avez plus de questions. Merci à tous. Merci Hicham. Très belle start-up marocaine. Et enfin, Sir Rachid, directeur des systèmes d'information au ECCBC. Merci. Bonjour à tous. Alors, je voulais tout d'abord remercier Sir Ali Brada pour l'organisation de ce bel événement. Je suis honoré d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci à Sinizar. Merci aux différents intervenants. Alors, je m'appelle Rachid Adlouni. Je suis directeur des systèmes d'information ECCBC Maroc. Alors ECCBC Maroc, c'est une société, c'est Équatorial Coca-Cola Bottling Company. C'est une société qui fait de l'embouteillage des produits Coca-Cola. Alors qu'est-ce que c'est? Donc on va produire, on a des usines pour produire le coca, on le commercialise, on le distribue et on le transporte de nos agences, de nos usines à nos agences, à nos clients. Donc nos points de vente, nos GMS et dans le traditionnel pour nos épiceries, etc. Et c'est comme ça que vous avez la possibilité de l'avoir au niveau de vos points de vente à côté de chez vous. Donc aujourd'hui, pour ma part, je voulais parler de digitalisation.
Et pour ça, je voulais revenir un peu en arrière sur pourquoi on a commencé à parler de digitalisation. Ça vient d'abord de certains moments où il y avait la mondialisation. On a commencé à parler de mondialisation, on a commencé à parler de globalisation, qui sont finalement l'ouverture des marchés. Donc l'ouverture de l'économie nationale à un marché plutôt international. Le simple exemple qu'on peut comprendre assez rapidement, c'est les compagnies aériennes. On a été face à des compagnies aériennes étrangères qui pouvaient venir et donc s'implanter au Maroc notamment et créer de la compétitivité au niveau de nos sociétés. Donc quand on parle de digitalisation, on parle de compétitivité finalement. Et pour cela, donc, le coût du transport, dans notre cas, pour la partie logistique, a toujours été pour les entreprises un point plus que regardé comme un point d'optimisation continue. Grosso modo, il fallait regarder comment on pouvait réduire le coût de la logistique pour être plus compétitif. Et là, je ne parle pas d'optimisation que ce soit au niveau du prix ou au niveau des ressources. Ça, c'est quelque chose qu'on avait fait bien avant, mais là, on parle d'optimisation profonde. Donc, je parle de changer la façon dont nous avons l'habitude de travailler. C'est revoir nos processus, les moderniser, être efficient, atteindre un niveau de productivité et d'agilité qui nous mène finalement à l'excellence opérationnelle et donc à de la résilience. Tout cela ne peut fonctionner qu'au final si nous avons de la data. Oui. Alors la data, comment? Il faut la produire. Produire assez de data pour pouvoir piloter notre activité. Mais comment? De mon point de vue, c'est à travers l'automatisation ou la digitalisation. Je commencerai par partager avec vous un petit... comment dirais-je, un petit comparatif que j'ai eu suite à e-leadership meeting. Alors je le dis bien, e-leadership meeting. Pour moi, c'est le premier que je fais. Donc c'est un leadership meeting où finalement tout est virtuel. Alors c'est un meeting virtuel, c'est des coffees, aller prendre un café de manière virtuelle et prendre rendez-vous virtuellement avec quelqu'un. C'est faire un salon virtuel, faire des visites virtuelles de stands, etc., etc. Alors ça fait un peu étrange, je dirais. C'est vrai que je vous l'accorde, mais c'est le monde d'aujourd'hui au final. C'est comme ça qu'est le monde et c'est comme ça qu'il sera demain. Donc on peut le trouver étrange, oui, mais bon, malheureusement, malheureusement ou heureusement, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, bref, pendant ce e-leadership meeting, on a eu un speech d'un spécialiste de la digitalisation, qui est un Américain qui vient, je crois, du Texas et qui s'appelle John Sané. Alors, qui explique très simplement la différence entre l'automatisation et la digitalisation par un comparatif entre compliqué et complexe. Grosso modo, donc il parle de processus compliqué, est un processus répétitif au final, qui peut demander une charge de travail, une efficience et une rigueur sans faille, mais qu'on peut automatiser à travers des processus bien clairs. Et donc, par exemple, moi je me pose toujours la question de comment on fait pour avoir, au final, suite à nos voyages, quand on prend l'avion, je suis toujours étonné de voir comment on peut récupérer nos valises sans aucun problème. Pourtant, on passe par un premier aéroport, un deuxième, etc. Les processus sont clairs et donc automatiquement, avec une rigueur et une efficience, on arrive à les avoir et Dieu merci. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle la complexité. Et là, je dirais que c'est des choses il y a des points qui sont... c'est complètement différent. On a des choses qui ne sont pas définies, avec plusieurs composants. Et là, on va parler d'algorithmes, on va parler de calculateurs, on va parler d'innovation technologique ou de technologies distributives, utilisant des solutions de type IoT, etc., etc. Ça, c'est plus complexe, ou de l'IA.
Et donc là, c'est difficilement gérable. Et donc c'est ça, pour moi, la digitalisation en soi. Alors c'est un peu plus poussé la partie automatisation avec des solutions technologiques et disruptives. Donc au final, cette digitalisation va nous permettre, à travers cette technologie disruptive, d'optimiser nos coûts, mais en même temps de créer ou de réinventer un nouveau business model. Donc, du coup, permettre de créer de la croissance. Pourquoi? Parce que quand on va digitaliser, on va faire de l'e-commerce, on va faire une marketplace, on va faire de l'IA qui va nous donner un résultat qui va nous permettre de mettre en place certaines actions. On va faire du B2B, il y a beaucoup de choses. Bon, peut-être que je vais m'arrêter là, mais je voulais parler un peu de la digitalisation et de ses piliers. Je pense que Nizar, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, je vous remercie. Merci, Sébastien. Merci à tous. Donc, c'était intéressant de voir des différentes perspectives. Donc, globalement, l'ensemble des intervenants, vous avez mis en avant les motivations, les impacts. On a parlé de traçabilité, de compétitivité, de productivité, de réduction de coûts. Je pense que les motivations de la digitalisation sont à peu près claires pour tout le monde. On sait qu'est-ce qu'on va venir chercher quand on met en place ces leviers. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et si vous deviez refaire vos projets respectifs, quelles auraient été les décisions ou les éléments que vous auriez fait différemment. Est-ce que c'est des difficultés techniques, des difficultés humaines? Enfin voilà, c'est un peu d'avoir les coulisses finalement du discours un peu idéal qu'on trouve un peu partout sur la digitalisation. Et ce serait intéressant d'avoir vos points de vue là-dessus. Donc je ne sais pas qui veut prendre la parole justement sur les difficultés et les défis rencontrés. Si Idriss. Oui. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport à un contexte de port dans lequel on a une grosse communauté qui interagit. On le dit toujours, nous, en interne, un port, c'est une petite ville dans laquelle on a des partenaires privés, des stakeholders, des opérateurs de terminaux, des investisseurs qui sont présents. On a également des services et des administrations qui représentent un peu l'État, qui représentent le service public. Et à partir de là, lorsqu'on veut s'inscrire dans un projet de digitalisation, par exemple, de notre propre expérience, la première difficulté, c'est qu'on avait des opérateurs à des niveaux de digitalisation et de numérique qui sont très disparates. Donc il y avait des opérateurs privés de rang mondial, comme par exemple les lignes maritimes, les opérateurs de terminaux, qui étaient très en dessus donc, de la moyenne, si on veut dire, avec beaucoup de moyens d'investissement, avec beaucoup de moyens matériels, également bien sûr de la ressource humaine qualifiée pour pouvoir accompagner les projets de digitalisation, mais également on avait des opérateurs de PME, PMI qui opéraient avec nous, des transitaires, des transporteurs, des freight forwarders, qu'il fallait accompagner. Donc il y a eu un effort très important en termes d'accompagnement de cette communauté, de formation, de mise à niveau, pour pouvoir bien sûr embarquer avec nous ces partenaires, et afin qu'on puisse réussir donc bien sûr le projet de digitalisation en fait des processus portuaires. Certainement ça nous a pris plus de temps parce qu'il fallait embarquer avec nous à peu près une communauté de 1000 opérateurs donc, qui étaient concernés par le passage portuaire. Mais Dieu merci, donc avec l'effort de tout un chacun, que ce soit les équipes en interne, que ce soit les opérateurs eux-mêmes, on a même eu à faire des formations chez les clients. Donc on s'est déplacé chez les opérateurs, chez les clients, pour faire des formations et les accompagner donc, pour la mise en place de ces différents briques et modules du Port Community System. Il y a également, bien sûr, tout le redimensionnement de notre plateforme technique. Donc on démarrait peut-être avec des process internes de finance, de comptabilité, de gestion d'escale, etc. Et il fallait bien sûr prendre avec nous donc, toute la communauté dans le Port Community System. Donc il fallait revoir tous nos serveurs, nos firewalls, notre cybersécurité, pour pouvoir être à niveau et supporter bien sûr cette charge transactionnelle donc, qui allait être mise en place dans notre système.
Et dernièrement, et ce n'est pas des moindres, c'est la difficulté à trouver la ressource. Aujourd'hui, je pense que ici tout le monde le sait, les profils qui sont orientés vers le digital, vers le IT, vers la cybersécurité, etc., c'est des profils qui se font de plus en plus rares. Je parle bien sûr de talents et d'ingénieurs et de personnel qualifié, sont de plus en plus rares à trouver. Et parfois, on retrouve des établissements ou bien des startups qui s'arrachent donc ces profils, et parfois même avec une émigration à l'étranger. Donc la ressource humaine devient vraiment un challenge de plus en plus. Très bien. Je vais rebondir là-dessus en regardant si Hicham. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que start-up, vous arrivez plus facilement à recruter des talents justement qui ont une certaine compétence dans le digital, ou est-ce que c'est aussi difficile pour vous finalement d'avoir les bonnes personnes sur lesquelles on va construire finalement la digitalisation? Alors, vous m'entendez bien? Ouais. Alors, c'est une très bonne question parce que ce qu'on a remarqué ces dernières années dans le secteur de la logistique, c'est que c'est devenu un secteur clé finalement de la chaîne de valeur. Et en plus de ça, l'aspect digitalisation rend ce secteur très attractif, que ce soit pour les jeunes diplômés ou pour les personnes qui cherchent à changer de carrière. Ce qu'on a remarqué par exemple dans mes entreprises précédentes avant de rejoindre Freterium, c'est qu'il y avait souvent un exode des on va dire métiers back-office, donc production, supply chain, que ce soit logistique, ou bien des secteurs, on va dire des métiers plus techniques, donc les métiers IT, vers les métiers un peu plus commerciaux et marketing. Et là, ce qu'on remarque depuis ces dernières années, c'est que justement, c'est plus l'aspect opérationnel qui commence à attirer, comme je l'ai dit, les jeunes diplômés ou bien les personnes des entreprises, parce qu'ils y voient un intérêt de développer de nouvelles compétences qui sont très actuelles aujourd'hui. Le e-commerce, qui est un peu le secteur qui a chamboulé, on va dire, le marché mondial ces dernières années, est fondamentalement basé sur une maîtrise de la chaîne logistique. Donc travailler dans un opérateur e-commerce en logistique, c'est un peu le Graal finalement. Mais aussi, il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans les secteurs logistiques parce que, on va dire, la préservation des ressources naturelles, la réduction des coûts de transport et de l'impact, on va dire, du transport sur l'environnement, ça aussi, ça rend les métiers logistiques encore plus intéressants pour les employés des entreprises ou pour les jeunes diplômés. Donc nous, en tant que Freterium, évidemment, lorsqu'on cherche à recruter, le fait d'être une start-up innovante 100% marocaine, mais en plus de ça, dans un secteur d'activité qui a une employabilité supérieure, nous permet de recruter plus facilement que possiblement il y a quelques années si on avait été lancé il y a 10 ans ou 15 ans, par exemple. Très bien. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir justement sur la partie RH, formation. Moi, je vous rejoins en fait dans parmi les problématiques les plus déterminantes dans la réussite d'une démarche de digitalisation, c'est la conduite de changement. Et dans la conduite de changement, il faut bien expliquer à tous les stakeholders ce que va rapporter cette digitalisation. Ça passe forcément par une formation des personnes qui vont travailler sur ça. Et ça passe aussi par l'embarquement de tous les partenaires, du fournisseur au client du client. Donc il faut que tout le monde soit au même niveau. Donc il faut qu'il y ait un alignement par rapport à cette vision tout au long de la chaîne. Et je crois que c'est un facteur qui peut déterminer la réussite ou non d'une démarche de digitalisation. Le deuxième facteur, à mon sens, qui est très important, c'est le choix de la solution technologique, parce qu'aujourd'hui, on doit faire des choix qui soient évolutifs dans le temps, parce que la vitesse avec laquelle nous évoluons dans ce secteur est tellement vertigineuse qu'une solution qui est aujourd'hui opérationnelle peut devenir caduque du jour au lendemain. Donc il faut avoir cette vision en fait, d'évolution et d'adaptabilité de ces solutions par rapport aux futurs besoins que nous aurons dans pas très longtemps. Voilà. Justement, Jérôme, sur ça, en tant que fournisseur de technologie, comment vous assurez en fait, le fait d'être toujours à la pointe en termes de propositions technologiques pour vos clients? Comment vous développez cet aspect-là pour être pertinent sur la digitalisation? Oui, alors effectivement, même si on a nos propres solutions, mais aujourd'hui on travaille sur l'ensemble des solutions du marché.
pouvoir d'abord avoir une veille globale et vraiment répondre aux besoins du client effectivement au jour J, mais dans le futur. On ne se limite pas à quelques solutions. Aujourd'hui, on est obligé de travailler sur l'ensemble des solutions du marché pour anticiper, prendre de l'avance et répondre réellement aux besoins du client. C'est essentiel, parce que c'est vrai que ce sont quand même des projets disruptifs, hein, oui, il y a de la technologie, mais ce sont des projets process, métier, business, et avec effectivement beaucoup de conduite de changement et d'accompagnement. Et donc, il faut impérativement que les choix technologiques puissent supporter l'évolution des business process et l'évolution de l'entreprise dans les mois. Avant, on parlait d'années, hein, Ouais. Aujourd'hui, on parle dans les mois qui viennent. Et concrètement, donc ça passe par de la veille, du rachat de technologies. Alors, on a des parties vraiment où on travaille avec l'ensemble des acteurs aujourd'hui, on a peut-être 25 partenaires technologiques concurrents potentiellement, mais qui ont des spécificités et effectivement de la veille et de proposer la meilleure solution au client. Très bien. Si Rachid, ton point de vue justement sur les difficultés sur la partie RH, la partie technique? Alors, de mon côté, je les split en 4 points. Le premier point, c'est ce qu'on peut appeler toute la partie customer-centric. Pour qu'une digitalisation puisse fonctionner, on a besoin que le client soit au centre de cette digitalisation. Maintenant, le client, on ne peut plus s'arrêter à aller lui vendre quelque chose. Ça ne suffit plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le client, il a besoin de plus. Il faut une expérience client qu'on doit lui vendre. Et cette expérience client, elle passe par son positionnement au sein de l'idée de digitalisation. J'avais entendu quelqu'un dire dernièrement, alors je ne l'ai pas vu bien évidemment, mais que Amazon, dans sa table ronde pour prendre des décisions, elle laissait une chaise vide. Grosso modo, pour dire, voilà, cette chaise vide, c'est le client, il n'est pas là, mais pensez-y tout le temps, avant de prendre n'importe quelle décision. Donc ça, pour moi, le deuxième point, c'est la partie people, et on en a parlé, là, c'est la partie change management. Bien évidemment, il faut, pour moi, changer de mindset. On ne peut pas demander à des gens dans une entreprise d'appliquer la digitalisation comme on le pense. Non, il faut les former, il faut les accompagner, il faut les faire adhérer à la digitalisation. Et je pense que ça passe par la formation, ça passe par ce changement de mindset qui est vraiment important. Il faut qu'on rentre dedans. Et rien ne se fait sans la partie people et les ressources. Ensuite, je dirais qu'il y a la partie technologie. Et donc cette partie technologie disruptive qui finalement, alors on peut dire qu'elle est étrange, on n'y comprend pas grand-chose, mais on l'utilise parce qu'on a besoin d'aller de l'avant. On a besoin d'avancer. C'est comme un peu, c'est ce qu'on a parlé des NFTs, où là, on vend des petits tableaux, des petites figures, etc. sur Internet à $100 000. C'est un truc incroyable. Mais pourtant, ça existe. Et puis les gens le font. Et puis ça réussit. Et puis ça marche. C'est incroyable, hein, mais c'est la réalité. Donc la technologie, effectivement, elle a beaucoup à faire là-dedans, et des solutions type de l'IA, etc., etc. Généralement, souvent, les gens ils cherchent à la comprendre. Mais c'est difficile, parce qu'on commence à travailler manuellement ou en automatique, et là, après, on fait rentrer de la technologie disruptive, et on s'attend à ce que les personnes essaient de comprendre si le résultat est bon ou pas. Non, ça nous dépasse. Et donc, à un moment donné, il faut bien la travailler, il faut bien penser la solution, mais elle nous fait avancer de manière, elle nous fait créer en plus de la valeur ajoutée et de la croissance. Alors, il y a un deuxième point, c'est ce qu'on peut appeler la data-driven. Grosso modo, c'est la data, sans quoi on ne peut rien faire. Aujourd'hui, la data, on commençait par la master data, le prix, le client, etc., etc. Et puis après, on arrive à un niveau où on va récupérer les informations parce qu'on a donné une solution mobile à notre livreur, par exemple, sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on crée de la data, donc à travers notre ERP ou à travers des IoT. Comment rendre un frigo smart? Un frigo smart peut nous donner de la data. Un frigo simple,
on récolte rien du tout. Et donc avec ces données qu'on peut avoir au niveau du frigo ou autre, on arrive à créer au final avec de la big data, avec de l'IA, avec peu importe, on arrive à commencer à donner de la data, à proposer de la data à nos dirigeants, à nos entreprises, pour qu'ils puissent prendre de la décision. Et donc, pour finir sur ce point-là, au final, la data reste et restera la richesse de nos entreprises. Voilà. Et justement, est-ce que vous partagez ce point de l'idée que finalement, le dénominateur commun sur l'ensemble des projets de digitalisation, finalement, c'est la collecte d'une donnée fiable et surtout de l'exploitation pour la prise de décision. Est-ce qu'au final, c'est pas ça qui est l'élément commun entre dématérialiser des process administratifs, de la traçabilité ou de l'RFID, de la BI, enfin l'ensemble des sujets dont on a parlé? Je sais pas, Samed? Je me permets de réagir sur ce point. Mon expérience personnelle dans ce domaine m'a montré que le fait d'avoir la bonne data, la bonne information, permet d'être prédictif par rapport à ce qui va se passer par la suite dans le futur. Et le fait d'être prédictif, ça tend à faire gagner de la confiance vis-à-vis de ses clients. Un fournisseur qui s'engage sur un délai ou bien sur un budget et qui arrive à le respecter, même si au début le client n'était pas très friand de la solution, mais qui sait qu'il peut compter sur ce fournisseur pour lui délivrer ce qui a été promis au bon moment, c'est une valeur sûre. Et ça construit un business pour le futur. Et ça ne peut pas se faire sans une data fiable qui doit être la plus juste possible pour faire on va dire des prévisions qui soient les moins fausses possibles. Voilà. Très bien. Hicham, Alors, je voulais juste rajouter un point par rapport à la donnée, parce que c'est un point qui est très intéressant, parce que justement les entreprises qui cherchent à se digitaliser sont généralement les entreprises qui disposent de leurs données en interne. Et donc généralement c'est des entreprises qui vont vouloir utiliser cette donnée pour prendre de meilleures décisions et en tirer un maximum de bénéfices. Et généralement les entreprises qui ont cette donnée-là ont tendance à vouloir créer eux-mêmes les solutions digitales, parce qu'une solution digitale n'est qu'un outil finalement, et l'input ça va être la donnée qui est déjà présente, et l'output ça va être donc une meilleure décision pour améliorer des indicateurs de l'entreprise. Et justement, il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on est une entreprise qui dispose de beaucoup de données, ça ne veut pas forcément dire qu'on a les compétences en interne pour construire la solution adaptée pour utiliser cette donnée-là. Il y a une statistique qui est assez frappante dans le domaine du système d'information, c'est que 9 projets de développement de solutions IT en interne sur 10 échouent. Il y en a un seul qui réussit, et généralement c'est parce que c'est des solutions qui sont développées en interne qui sont très simples. Et donc justement, être conscient qu'on dispose de la donnée en interne, mais surtout être conscient que ce n'est pas notre cœur de métier de construire une solution IT pour utiliser cette donnée-là. C'est aussi une force de pouvoir s'appuyer sur des experts dans le secteur qui vont fournir une solution qui doit être adaptée, évidemment, pour utiliser cette donnée, pour comprendre le process interne, comprendre les spécificités du marché, comprendre les compétences techniques des équipes. Ça va permettre justement de mieux implémenter la solution plus rapidement. Mon collègue de Wixa précisait tout à l'heure qu'on ne parle plus d'années, et même dans le domaine digital aujourd'hui, parler de mois, ça reste long. Les entreprises maintenant, on parle en semaines, on parle en livraison, on parle plus d'heures ou de jours, on parle de minutes. Et donc justement, les projets IT aussi, on doit s'appuyer sur les experts du marché qui vont aider les entreprises à construire la solution adaptée aux besoins identifiés. Très bien. Sur Tangemed, par exemple, Idriss, vous avez pris quel choix là-dessus? Est-ce que c'est plutôt des solutions qui sont développées en interne? Vous avez un écosystème de partenaires? Quel a été le positionnement par rapport à ça? Alors, l'expérience à Tangemed, c'est un mixte. En fait, il y a des projets sur lesquels on a pris des références mondiales, par exemple sur la gestion des escales, sur la partie finance, partie trésorerie, comptabilité et autres.
et sur d'autres modules, du moment où on est en train d'agir sur un secteur qui est assez pointu, donc la gestion d'une autorité portuaire ou des opérations dans un port. Donc sur d'autres volets, donc, on a fait de la customisation, on a fait du développement spécifique, donc adapté à nos besoins, parce qu'il faut le dire également, Tangemed, il a un statut particulier parce qu'on est à la fois un port, mais un port franc. Donc on est à l'intérieur d'une zone franche. On a aménagé des zones de contrôle douanier qui sont à l'extérieur du port, donc extraites de la zone franche. Donc tout est concentré dans la même zone. Donc on a par exemple une zone dédiée pour l'export, une autre dédiée pour l'import. Et du coup, donc, on a fait un mix des deux. Mais ce que je voudrais souligner également, c'est que à chaque fois, on a essayé de construire des briques au fur et à mesure, c'est-à-dire au lieu d'attendre à atteindre une perfection et d'avoir un gros module donc, qui englobe toute l'activité portuaire, à chaque fois, donc, il fallait capitaliser sur une expérience, bien sûr en s'appuyant énormément sur une approche bottom-up. Donc les personnes qui travaillent sur le terrain, c'est eux qui vont remonter le besoin parce qu'ils sont en contact direct avec nos clients et opérateurs. Et leurs propositions donc, sont par la suite discutées avec les équipes IT. Donc c'est le métier qui exprime le besoin. Le département IT donc, va traduire cette demande ou ce besoin en module. Et une fois donc, on va le tester et le fiabiliser, donc, on aura un module et au fur et à mesure donc, on va construire de nouvelles briques qui vont venir se greffer sur tout l'écosystème de notre port community system. Voilà. Très bien, donc un peu dans une logique itérative, agile, où on construit petit à petit les solutions. J'imagine, Jérôme, côté Wixa, c'est un peu le modèle aussi sur lequel vous travaillez avec vos clients, le côté agile dans la livraison des solutions. Oui, clairement. Mais je reviens juste sur un point, effectivement, il y a, sur la partie data, ça dépend des typologies de projets de digitalisation. Déjà dans la digitalisation, c'est d'avoir de la data numérique au moment où on en a besoin. Et on a beaucoup de data qui sont encore en papier, hein, dans tout un tas de secteurs. Et justement, d'abord on peut perdre cette data, et surtout on ne l'a pas au bon moment. Et donc, avant de consolider ensuite de la data pour faire du prédictif ou quoi, c'est déjà d'avoir de la data numérique au moment où on en a besoin. Et c'est l'enjeu essentiel sur beaucoup de projets aujourd'hui de digitalisation pour ensuite déclencher un certain nombre de processus digitaux, hein, mais que cette data soit présente au bon moment. Donc oui, effectivement, après on accompagne nos clients et ça va très très vite. Là, ce matin, des intervenants parlaient justement, par exemple, de la volatilité des prix de matière. Et aujourd'hui, nous, on est en train de travailler avec un grand partenaire éditeur sur des parties de blockchain, sur des parties, bon, traçabilité, ça on connaît déjà un petit peu, mais sur des parties smart contract. Parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite dans la volatilité des prix de matière que les prix sont renégociés, si ce n'est pas toutes les semaines, tous les jours. Et donc, on est obligé d'avancer, forcé par un certain nombre de contextes, de mettre en place des solutions fiables, digitales évidemment, et fiables par une blockchain avec une autorité de confiance neutre pour renégocier ces prix et ces contrats finalement quasiment au quotidien. Hein, voilà. Donc, par exemple, on a un projet sur lequel on est en train d'avancer avec un grand client français sur tout un secteur là-dessus. Très bien. Alors, une dernière question, ou une question, on va dire, assez centrale finalement, et c'est un peu le thème aussi de la conférence, par rapport à l'aspect économique et finalement au retour sur investissement. Quels sont en fait les critères économiques que vous vous êtes fixés dans les différents projets de digitalisation? Est-ce que ça a été facile de les mesurer ou pas? Est-ce que c'était des indicateurs de décision forts dans les investissements et l'évolution des différents projets? Quelle a été votre démarche par rapport à ça? Donc sur le calcul, l'impact économique de la digitalisation. Ça m'aide? Je me permets de commencer à répondre. Donc, dans le secteur aéronautique et notamment dans la réparation de moteurs d'avion, c'était plutôt une nécessité qu'un choix, parce que d'un côté,
le côté traçabilité de la chose faisait que c'est quelque chose qui était inévitable. Et la deuxième chose, l'impact est facilement mesurable à travers les temps d'immobilisation des moteurs. Donc quand on travaille avec un process totalement digitalisé, on passe moins de temps à chercher et du coup on peut répondre plus vite et c'est mesurable en jours. Donc quand un moteur est immobilisé 80 jours, au lieu de 90, ça fait 10 jours de gagné et c'est facilement mesurable en termes de coût de location d'un moteur d'avion. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à mesurer dans mon cas. Donc c'était au cœur de la digitalisation pour le cas de Safran. Je ne sais pas qui veut réagir, Cédric. Oui, je voudrais juste rejoindre l'avis de notre collègue de Safran. Effectivement, il est très difficile, je pense, de disséquer un peu la partie financière par rapport à l'impact de la digitalisation, parce que effectivement, pour nous-mêmes, c'était une nécessité donc de passer au digital, parce que au niveau d'un port, on ne vend pas de produits, mais plutôt un service qui est le passage portuaire. Et le passage portuaire ne peut se mesurer que par le temps. Et nous estimons que la digitalisation, elle nous a permis de gagner énormément sur les délais d'interaction avec les opérateurs, des temps par exemple dans le traitement comptable, financier, l'analyse de la data. On parlait tout à l'heure du data management. Effectivement, dans un port, on gère énormément de data, que ce soit des données externes qui proviennent des différentes administrations, par exemple l'administration des douanes, les gens de Foodex, l'ONSA, les opérateurs de terminaux et les lignes maritimes et j'en passe. Et donc pour structurer toute cette data, donc, il fallait bien sûr disposer d'un outil qui permet de numériser cette data et de la rendre fiable et par la suite de l'exploiter par l'intermédiaire de BI, par l'intermédiaire de systèmes d'analyse de données, car ça nous permet par la suite de comprendre le marché, de comprendre le comportement des clients, quels sont les secteurs niches sur lesquels on doit investir, comment adapter notre politique commerciale. Et donc notre approche, à mon sens, devrait être plutôt une approche alternative sur laquelle il faut se poser la question, quel est le risque de ne pas investir dans le digital? C'est-à-dire, si je n'investis pas, certainement, je vais perdre des parts de marché, je vais être dépassé dans le secteur d'activité, je vais perdre peut-être des clients ou des opérateurs, ou bien je vais passer à côté de plusieurs choses. Voilà. C'est plutôt ce que je perds et pas tant ce que je vais gagner, en fait, à faire le... Okay. Je rejoins effectivement. Aujourd'hui, on n'a même plus le temps de faire un calcul de ROI pour lancer ces projets. Non, mais c'est fréquent et ça va tellement vite que si on ne le fait pas, on est complètement dépassé. Et donc, stratégiquement, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut, c'est une obligation pour ne pas se retrouver complètement à la traîne, entre guillemets, et voire ne plus être compétitif du tout et plus opérationnel. Il y a certains projets de digitalisation qui sont assez simples à mesurer. Je prends par exemple sur de la facture électronique. Le traitement d'une facture papier en Europe, c'est environ 10 € la facture. Une facture électronique, c'est environ 0,5 cents. Ensuite, sur des projets plus globaux de digitalisation, c'est effectivement beaucoup plus complexe, mais surtout, on pourra peut-être calculer un ROI a posteriori, mais aujourd'hui, on n'a même pas le temps de le faire, il faut avancer. Hicham, peut-être là-dessus. Alors, il y a un point qui a été mentionné qui est très intéressant ici, c'est l'immédiateté de ce ROI et qui rappelle l'immédiateté de nous consommateurs, on veut tout de suite. Et pareil, comme étant acteur économique, lorsqu'on prend une décision sur un projet de digitalisation, on veut le ROI tout de suite. Donc en étant fournisseur de solutions logicielles, ça nous facilite finalement le discours avec nos clients. Et par exemple, pas plus tard que la semaine dernière, on a un client qui nous racontait sa tentative d'installer un TMS qui a pris entre 6 à 8 mois d'installation technique, qui a été suivi par 2 mois de formation, tout ça pour accoucher sur malheureusement une solution qui n'était pas forcément adaptée à on va dire le changement de l'entreprise qui a eu lieu entre ces 8 mois-là. Donc à la différence d'une solution comme Freterium qui propose un TMS qui s'implémente en 2 semaines et qui justement permet aux utilisateurs de monter en compétence parce que c'est une plateforme très intuitive, très simple à utiliser, de manière assez naturelle. Si on compare avec les TMS qui existent sur le marché, un manuel d'utilisation dispose de entre 100 et 200 pages.
Freterium, c'est 4 pages et un appel téléphonique avec un Customer Manager et vous êtes complètement autonome. Et donc du coup, pour rejoindre le point de Jérôme, c'est que justement, le ROI, on ne peut pas se permettre de ne pas le calculer et surtout, on le veut tout de suite. Ensuite, d'un point de vue logistique, pour revenir évidemment au sujet d'aujourd'hui, les solutions de TMS permettent d'optimiser les coûts de transport et aujourd'hui on sait que le coût du gasoil a augmenté et donc typiquement l'installation d'un TMS ça ne devrait pas dépasser entre 1 à 2% d'un budget de transport d'une entreprise, que ce soit un donneur d'ordre ou un expert de la logistique. Et nous, par exemple, au bout d'1 an d'utilisation, on remarque que nos clients réduisent leur facture de gasoil ou leur coût de transport de plus de 40%. Donc là, on a un ROI qui est très élevé. En moyenne, les TMS permettent d'obtenir au bout d'1 an entre 15 et 20%, on va dire, de ROI. Mais sur certains cas particuliers, lorsque les flux logistiques sont mal maîtrisés, lorsque les camions sont sous-utilisés et lorsque le coût du gasoil grimpe comme ces derniers mois, installer une solution simple de TMS permet d'obtenir un ROI assez rapide. Et le dernier point qui est assez intéressant, c'est que installer une solution comme un TMS ou de manière générale un projet de digitalisation, ça permet de rendre l'utilisateur un peu plus confiant dans son action et dans son rôle à jouer dans l'entreprise. Et typiquement, les solutions digitales dans le secteur logistique permettent de donner un peu plus la voix finalement aux fonctions logistiques dans l'entreprise et qui permettent donc justement de définir un peu les stratégies ou de participer, on va dire, à la définition des stratégies de l'entreprise. Donc le ROI dépasse finalement l'impact économique direct, mais ça permet la montée en compétence des différents métiers de l'entreprise, ça permet de gagner de nouveaux marchés grâce à une meilleure opérativité logistique. Donc les débouchés finalement vont plus loin finalement que le ROI à court terme. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gains qui ne sont pas visibles tout de suite, qui sont indirects. Si Rachid, en tant que directeur des systèmes d'information, c'est des aspects, j'imagine, sur lesquels vous êtes sensible, le retour sur investissement dans les investissements SI, IT, etc. Comment vous faites par rapport à ça pour estimer, est-ce que vous le faites et c'est quoi votre position? Je pense qu'on est tous alignés pour dire que on peut faire une estimation, mais au final, tout dépend du projet. Parce que si c'est une petite digitalisation, une grosse opération, etc. Quand c'est une grosse opération, on ne sait même pas vers quoi on va, on ne sait même pas quel résultat on va avoir, si ça va fonctionner, si ça va plaire, si ça va marcher, etc. Donc on est loin de pouvoir faire un ROI, de mon point de vue. Et en plus de ça, je dirais que une fois cette digitalisation mise en place, premièrement, on commence à en tirer les bénéfices de suite. Pourquoi? Parce que premièrement, on gagne en productivité. On gagne en traçabilité, ça c'est sûr. Et on gagne en excellence opérationnelle et en standardisation. Aujourd'hui, imaginez que vous mettez je sais pas, un projet de digitalisation, par exemple de TMS, où on a les caristes d'un côté et de l'autre, dans une ville ou dans une autre, qui travaillent différemment, qui, face à un problème, réagissent différemment. Il y a une perte de productivité incroyable. Et ça, on n'arrive pas à l'estimer. Et donc, c'est pour ça que finalement, le ROI, c'est un ensemble de choses. Il n'est pas qu'économique, que financier. On y arrive au final. Mais c'est après avoir fait le 360 de l'opération. Et je pense que, on en a parlé tout à l'heure en disant que la digitalisation, finalement, il faut franchir ce pas-là parce qu'on n'a pas le choix et qu'on sait qu'on va y gagner et on le sent dans toutes les solutions qu'on met en place. Alors, des fois, on ajuste, des fois, etc., mais on y arrive, Très bien. Alors, il reste, on arrive à la fin là, de la conférence. On va prévoir quelques minutes pour les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Si vous voulez réagir, si vous voulez faire des... Oui. Est-ce qu'on peut, au fond de la salle?
Les personnes qui posent des questions, s'il vous plaît, vous présentez en un mot, juste. Je m'appelle Oumnia, donc je suis étudiante en master psychosocial et je suis en train de faire une recherche sur la digitalisation. Je suis aussi responsable logistique. Donc mon intérêt est surtout sur l'implémentation de la digitalisation dans des entreprises multinationales ou bien des entreprises qui sont en train de développer, surtout en logistique. Je voudrais surtout vous poser la question, peut-être au niveau de nos chers directeurs, de parler de ce souci de comportemental. Comment, au sein de vos entreprises, que ça au sein de Port-en-Gémet, comment vous avez pu implémenter cette digitalisation? On parle beaucoup du secteur IT et de tout ce que vous êtes en train de parler au ROI, mais l'un de vous a parlé de changement de mindset, changement de pouvoir fédérer ces gens-là. Quels sont les outils que vous avez mis au sein de votre département pour pouvoir fédérer ces gens-là et leur dire comme quoi cette digitalisation, elle porte la productivité, l'efficience et le gain de temps. Mais ces gens-là, ils sont en train de voir comment, est-ce que vous avez fait des formations, est-ce que vous avez, je ne sais pas. Moi, je suis en train de chercher ça. Je vais le découvrir peut-être dans 2 mois, mais peut-être c'est un shortcut si vous me répondez par rapport à cela. Le côté relationnel et humain, c'est ce qui m'importe le plus dans cet aspect digital. Voilà, merci beaucoup. Merci. Samet, tu veux réagir? Merci pour cette question. Moi, je dirais que le premier ingrédient pour embarquer et fédérer déjà le personnel qui travaille sur le process dans une démarche de digitalisation, c'est de faire participer les gens à la conception de la solution. Ce n'est pas une solution qui va être en top-down, mais plutôt en bottom-up. Donc les gens, on les écoute, on a conscience des difficultés opérationnelles qu'ils rencontrent au jour le jour, et à partir de ces difficultés, on imagine des solutions qui vont être en adéquation avec une montée en productivité, accompagnée la digitalisation au service de la productivité. La deuxième chose, à mon sens, c'est le volet formation. On ne peut pas espérer avoir un embarquement des personnes dans un tel process de changement et de changement profond sans qu'ils soient formés correctement et initiés à toutes les spécificités de ce changement. Et la troisième chose, à mon sens, c'est donner du sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire expliquer l'intérêt de cette démarche dans la vie de tous les jours de ces personnes. Parce que moi, personnellement, si je ne vois pas d'intérêt à changer de manière de faire, je ne vais pas forcément le faire. Ce n'est pas pour la beauté du changement, mais pour un intérêt clair et palpable sur mon quotidien. Voilà. Donc je crois que ces 3 points sont fondamentaux, à mon sens, pour garantir une réussite d'une démarche de digitalisation. Quelqu'un veut compléter Oui, pour compléter et pour parler de l'expérience Port-en-Gémet, alors parmi les facteurs clés de succès, premièrement, il va falloir un engagement des différentes parties prenantes, et l'engagement démarre premièrement par le top management, c'est-à-dire que le management de la société doit être engagé dans la démarche. Dans notre cas, nous avons un président qui vient du secteur du IT, donc il était le premier engagé dans cette démarche. Et d'ailleurs, même dans la déclinaison de la stratégie digitale, donc on avait dressé, bien sûr, les différents projets structurants et prioritaires. On les a classés. On s'est mis d'accord, bien sûr, de manière collégiale avec les collaborateurs, avec les parties prenantes, sur la priorisation de tel ou tel axe. Deuxièmement, il va falloir avoir des équipes engagées et qui ont la culture du digital. Je ne parle pas seulement de l'équipe DSI, c'est-à-dire de l'équipe IT, mais également de l'équipe métier. Parce qu'un DSI, en fin de compte, c'est une structure support qui va répondre aux besoins du métier par rapport à un besoin identifié. Donc, si les personnes métiers n'ont pas cette culture du digital, ne sont pas impliquées dans la digitalisation de la société, donc forcément le projet ne va pas réussir parce que ça ne dépend pas seulement des équipes techniques qui vont faire le codage et qui vont faire le développement informatique. Également, il va falloir avoir une démarche client, et ça on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que toute la démarche de la digitalisation doit être axée sur le besoin client. Si le client n'est pas satisfait dans sa
dans ses besoins, dans l'ergonomie, par exemple, de la solution qu'on va mettre à sa disposition, ça ne risque pas de marcher. Il faut démarrer avec des quick wins, c'est-à-dire à chaque fois, lorsqu'on a une piste d'amélioration, on peut la tester, on peut la mettre en place, et à chaque fois, donc, on va étoffer et enrichir notre système, ou bien tout l'écosystème du digital. Et en fin de compte, on l'a dit ça aussi, c'est l'écoute active des collaborateurs, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent sur le terrain, qui sont en frontal avec les clients, on doit les écouter activement, on doit remonter toutes les difficultés rencontrées par les opérateurs pour qu'on puisse améliorer au fur et à mesure notre système. Merci. Merci. On va prendre... Pardon. Juste rajouter, merci pour la question, rajouter juste un petit point. En fait, c'est un peu dans le terrain. Il y a bien évidemment la formation, le changement de mindset, etc., etc. Mais il y a aussi faire adhérer ses collaborateurs pour aller dans le projet. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'ils gagnent. Il faut qu'on leur explique, grosso modo, qu'est-ce qu'ils gagnent à adhérer. Nous, on ne va pas faire un projet de digitalisation juste pour le faire, on va y gagner aussi quelque chose. Donc il faut voir quelle est la transformation, comment eux, ils vont sentir ce changement-là au niveau du terrain. Je prends un exemple, un livreur qui va sortir pour aller livrer un produit et qui le fait à un point de vente par exemple, et qui le fait manuellement, le point de vente lui dit je ne veux plus le quart de ce que j'ai commandé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à calculer manuellement, il va se planter, il va etc., etc. Donc là, on va pouvoir l'équiper avec des handhelds, par exemple, avec une solution qui va lui permettre de tout mesurer. Donc on va lui faciliter la tâche énormément. Et c'est à ce moment-là qu'il va y voir le gain, et c'est à ce moment-là qu'il va y voir finalement de l'intérêt. Et c'est comme ça qu'ils y adhèrent et qu'on avance tous ensemble. Mais bien sûr, il y a la formation, etc., etc., et l'accompagnement. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui... parce que finalement, le mot temps est très important. Et il faut savoir donner le temps au temps pour accompagner les gens et les faire monter en capabilities, en compétences sur les nouvelles technos. Merci. Merci, Rachid. Une autre question peut-être? Oui. Alors, bonjour tout le monde, c'est Houda Shafiq, fondatrice et gérante de la société Shafiq Logistique pour le transport international, la messagerie et le déménagement. Donc, ma question, ou bien plutôt c'est un point de réflexion. Comment bénéficier et profiter d'une bonne digitalisation dans un secteur plein d'intermédiaires et commissionnaires. C'est-à-dire, d'après mon expérience, il est difficile de connaître parfois qui est le client final ou le demandeur de prestations finales. Donc il y a plein de commissionnaires, beaucoup d'intermédiaires. Ce que rendre l'expérience de digitalisation ou de travail avec une plateforme ou bien très difficile. Et c'est ça la question ou bien le point de réflexion. Merci. Merci. Donc c'est comment digitaliser dans un écosystème très hétérogène avec des parties prenantes qui ne sont pas forcément sur les mêmes technologies, etc. Je ne sais pas, quelqu'un veut prendre la... Oui. Merci Ouda, c'est une très bonne question, surtout parce qu'au Maroc, d'après les statistiques, en moyenne, un transporteur routier national, donc sur du flux domestique, a moins de 5 camions. Donc ça veut dire qu'un consommateur de flux logistique travaille avec beaucoup de transporteurs et parfois donc travaille avec des intermédiaires, donc qui vont connecter un demandeur d'ordre, un donneur d'ordre avec une société de transport final. Donc nous, dans l'aventure Freighterium, comment est-ce qu'on a proposé donc une solution pour répondre à ta question? C'est que dans un premier temps, la solution est une solution collaborative. C'est-à-dire que la personne qui donne l'ordre ou la personne qui va de transport ou la personne qui va transporter la marchandise sont clairement identifiées dans la plateforme. Et donc une personne qui se connecte sur la plateforme sait qui a demandé à transporter la marchandise et qui est-ce qui transporte effectivement la marchandise.
Donc lorsqu'il s'agit de marchandises à haute valeur ajoutée ou des marchandises précieuses par exemple, c'est très important de savoir qui est le responsable, parce qu'on a envie de justement éviter d'être perdu, on va dire, dans les intermédiaires lorsqu'il y a un souci. En plus de ça, le consommateur final aussi a besoin donc d'informations en temps réel. Et donc sur la plateforme de Freterium par exemple, les chauffeurs sont aussi ajoutés. Et donc ça permet de communiquer en temps réel avec le chauffeur pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Et lorsqu'il y a du retard, essayer de comprendre pourquoi, même s'il y a de l'avance, d'en connaître la raison, pour pouvoir informer aussi le consommateur final. Donc ça, c'est d'un point de vue directement solution, qu'est-ce qu'on propose à l'écosystème. Mais en plus de ça, et là je regarde en face de moi Reda Fakir, qui est le directeur donc réseau chez Freterium, qui a lancé une initiative la semaine dernière qui s'appelle le Fretwork. Alors qu'est-ce que le Fretwork? C'est le premier think tank spécialisé dans la logistique au Maroc qui invite tous les transporteurs à des conférences mensuelles pour justement créer ce réseau, que ce soit des transporteurs en direct avec les donneurs d'ordre ou aussi les entreprises qui font de la commission donc de flux logistiques. Et ça permet donc justement de créer un peu plus de transparence dans ce secteur d'activité. Donc ça s'appelle le Fretwork. Et Reda est juste ici au premier rang si tu as besoin de plus d'informations par rapport à ce sujet. Mais aussi, il y a un point qui est assez important, et là je rejoins ce que disait mon collègue ici, c'est que c'est important donc de motiver les acteurs de la logistique et leur faire participer à des initiatives comme ça et leur donner des solutions technologiques, leur permet de monter en compétences. Et pourquoi pas commencer à être un peu moins dépendant d'intermédiaires et plus aller directement gagner des marchés, améliorer leur manière de travailler, de se connecter directement avec d'autres acteurs du secteur logistique pour partager des bonnes pratiques et mieux faire finalement le travail. Donc leur gain à eux direct, il est évidemment économique, mais c'est aussi un gain humain, donc de se sentir vraiment bien équipé pour performer dans leur rôle de tous les jours. Merci Hicham. On va prendre une dernière question et de toute façon après les intervenants restent ici, donc on pourrait développer un peu plus. Oui. Bonjour à tous, je suis Oussama Farjali, responsable transport chez Temet Transport. Ma question, c'est quel est le degré d'intégration des solutions IT dans la process logistique des structures et surtout sur la partie particulière, parce qu'aujourd'hui la majorité des solutions proposées, c'est qu'ils couvrent normalement une partie standard qui va jusqu'à 70% et reste une 30% que normalement c'est une partie particulière du process de chaque entreprise. Alors normalement, comment les proposeurs ou les intégrateurs, les éditeurs de la solution, quelles sont les solutions proposées pour normalement qu'une structure exploite à 90% une solution IT. Merci. Merci. Donc sur le ratio entre standardisation, customisation, et est-ce que finalement on doit pousser à la standardisation des outils, ou est-ce qu'il faut conserver une part de spécifique dans chaque société? Je ne sais pas qui veut prendre le point. Je ne sais pas, peut-être Jérôme. On va essayer. Ça a l'air inspiré. Aujourd'hui, on conseille et on préconise vraiment des outils standards. Ça ne veut pas dire qu'on standardise la même façon de travailler dans toutes les sociétés. Un bon outil doit être un outil qui doit pouvoir s'adapter sans faire de spécifique. Aujourd'hui, on a quand même des richesses technologiques importantes pour ne pas imposer des façons de travailler avec nos outils. Donc, des outils standards, oui. Standardiser tous de la même façon la façon de travailler, non. L'outil doit s'adapter malgré tout et doit être capable de supporter un certain nombre de choses. Ça n'empêche, on reste toujours sur des règles quand même de 80-20. Il y a des choses qu'il va falloir peut-être transformer quand même, mais globalement, non. L'outil doit supporter les process de l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense.
Très bien, merci à tous d'être venus. Merci encore à l'organisation du Logismed, à Sir Ali. Et puis, de toute façon, on reste ici si jamais vous avez d'autres questions. Ce sera un plaisir d'y répondre. Merci encore.